Bonjour chers collègues, chers amis. Je suis très contente d'être aujourd'hui présente à ce colloque qui traite des langues en mutation en Algérie, les langues étrangères en mutation en Algérie, donc réalité linguistique et perspectives didactiques. Je remercie les organisatrices de ce colloque et les organisateurs de ce colloque de nous avoir réunis autour de cette thématique d'actualité, de cette thématique très intéressante. Merci à vous tous, merci de votre accueil, merci de l'intérêt que vous portez à ces questions. Donc, Souhila, quand elle m'a contacté pour proposer une thématique, on va dire, à proposer dans le cadre de ce colloque, j'ai tout de suite pensé à une question qui me préoccupe depuis assez longtemps, c'est celle des enquêtes de terrain en contexte universitaire algérien. C'est vrai qu'on a tendance à produire du discours sur ce qui devrait être à l'université, ce qui devrait être enseigné comme langue, mais je pense que les résultats de ces enquêtes ne sont pas toujours mis en valeur, mis en évidence. Donc aujourd'hui, si vous voulez, j'ai rien produit, j'ai fait une réflexion, on va dire, à partir de travaux d'enquête qui ont été menés par nos doctorants, par nos mastérants, de nos mastérants, et une doctorante de l'université de Mostaganem et qui a abordé cette question des langues étrangères, de l'enseignement du français notamment, mais de l'anglais, de l'arabe algérien aussi, on va le voir, à l'université. On va essayer donc de passer en revue ces questions, mais d'insister vers la fin sur le corpus et sur les témoignages des enseignants et des étudiants qui parfois qui ont toujours, on va dire, des difficultés à maîtriser, à utiliser les langues d'enseignement à l'université. Donc, je vais présenter le plan de ma communication. Je vais aborder, mais très brièvement, rappeler, sinon, je crois que monsieur le professeur Miliani on a déjà parlé, l'impact de la politique d'arabisation sur la politique linguistique universitaire, le décalage entre les politiques, les réformes et les discours face à la réalité du terrain. Et donc, je le précise d'ores et déjà, je vais plus aborder la question du terrain, les réalités socio-linguistiques que les perspectives socio-didactiques ou didactiques. Je parlerai aussi de l'évacuation politiquement correcte de la problématique des langues premières, ou des langues maternelles, ou des langues natives. Et enfin, j'aborderai les problèmes linguistiques réels, donc les vrais problèmes auxquels sont confrontés les étudiants, les enseignants au milieu universitaire, donc les problèmes réels en cours à l'université à travers quelques résultats de recherche. Donc je pense qu'il est important aussi de mettre en rapport la question de la politique linguistique du pays, de l'État, avec les politiques linguistiques à l'université. Donc de réfléchir aux deux et d'articuler les deux points. Donc de nombreux travaux ont évoqué la question des politiques linguistiques adoptées au Maghreb. Beaucoup de travaux, donc ceux de Gorghiyo, Khawlat al-Ibrahimi, Doulali, Al-Bahsba, et je n'ai pas cité tout le monde. Donc récemment encore, il y a un numéro de la revue Circula qui est paru et où ça traite de l'idéologie linguistique. C'est un problème qui n'est toujours pas résolu. Je cite Khawlat al-Ibrahimi d'emblée qui parle du décalage entre la réalité et les politiques linguistiques. Elle parle de deux mondes qui coexistent en Algérie, obéissant à deux logiques opposées. Une logique identitaire, travaillée par l'idéologie nationaliste chère aux élites conservatrices, et une logique économique pragmatique prônée par les élites dites modernistes. Ces deux logiques sont souvent en décalage avec les convictions profondément conservatrices de la majorité du peuple algérien. Donc je reprends et je paraphrase par Khawlat al-Ibrahimi parce que tout a été dit, ou beaucoup de choses importantes ont été dites sur ce décalage entre la réalité et la vision des élites aussi. Alors l'université est otage de cette vision. Nous avons les différents décrets portant sur l'arabisation qui ont été énumérés dans de nombreux travaux, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des thèses et des ouvrages qui ont été consacrés à cela. Le dernier dont je parlais, c'est la revue Circula, dirigée par Fouad Aroussi, Langue et idéologie en Maghreb, qui date de 2021, il a été mis en ligne il y a quelques jours.
À l'université aussi, on a un processus d'arabisation qui a touché à ses débuts les sciences humaines et sociales, donc il faut en parler aussi, parce que c'est vrai qu'on traite de l'anglais comme langue de la technologie, langue de l'enseignement des filières scientifiques, mais on oublie un peu les sciences humaines et sociales et quelle langue aussi on doit peut-être sauvegarder, utiliser et enseigner en matière de sciences humaines et sociales. On sait que les filières scientifiques ont résisté plus longtemps à l'arabisation sauvage de l'enseignement et des enseignants. Cependant, donc, le passage de l'arabe au secondaire, au français à l'université est source de difficultés. Ça a été donc largement décrit dans de nombreux travaux pour les étudiants, donc les enseignants ayant eu ce parcours. Donc ceux qui passent des paliers d'enseignement où l'enseignement se fait en arabe à l'université, où l'enseignement se fait en français, est source de problèmes pour les étudiants, ça on le sait, beaucoup de travaux l'ont dit, mais c'est source de problème aussi pour les jeunes enseignants qui sont recrutés à l'université et qui enseignent les filières scientifiques et qui ne maîtrisent pas le français. Ça c'est une réalité et il faut le dire. Et ils transmettent ce français, ce demi-linguisme dont parle le professeur Mohamed Miliani à leurs étudiants, qui parfois, il y a parfois des étudiants qui ont un meilleur niveau en français que leurs jeunes enseignants des filières scientifiques et ça pose un véritable problème. Donc ça, c'est les vrais problèmes de l'université algérienne. Et quand je dis ne maîtrise pas le français, ce n'est pas que le français, mais l'anglais aussi. Parfois, c'est l'arabe scolaire ou l'arabe institutionnel également. Donc, ils se retrouvent à parler dans un langage hybride. Quand je dis hybride, c'est pas péjoratif. Un mélange donc de français et d'arabe institutionnel et parfois d'arabe algérien, parce qu'on va voir à travers les témoignages, parfois on va passer de la traduction de l'arabe, on va traduire le français à l'arabe institutionnel, puis à la darija aussi, parce que même parfois l'arabe institutionnel n'est pas maîtrisé par les enseignants. Donc c'est vraiment très complexe. On veut parfois parler de plurilinguisme, c'est beau, donc à l'université on tolère toutes les langues, toutes les variétés. On va voir que ça va représenter aussi un handicap quand l'enseignant ou même l'étudiant sera amené à écrire, à rédiger, à publier, etc. Ça je l'ai dit la dernière fois à Blida, voilà, avec mes collègues, et on en a parlé. Alors il y a eu des réformes, mais le professeur Mohamed Miliani est mieux placé que moi pour parler de ces réformes, mais très brièvement, qui visent à renforcer la maîtrise du français, langue enseignée et langue d'enseignement. Mais ces réformes se sont réduites à un enseignement de la terminologie avant qu'ils ne se réduisent encore à des cours d'études de texte, sauf quelques exceptions. Moi-même, j'avais enseigné dans un département que je ne citerai pas, mais un autre département que le département de français, et quand j'ai demandé le programme, on m'a dit que vous leur faites études de texte. D'accord? Voilà, j'ai bien fait de ne pas citer. Alors il y a aussi un décalage entre les politiques, les réformes et les discours face à la réalité du terrain. Alors il y a ce hiatus classique qui date de l'indépendance entre les textes et la réalité linguistique du pays. Ça date d'avant l'indépendance, ça a été beaucoup dit, beaucoup traité, beaucoup rappelé. Les différentes réformes qui visent à renforcer le projet d'arabisation et à pallier aux échecs qui en découlent, c'est inscrit et qui en ont découlé, donc les différentes réformes qui visent à forcer le projet d'arabisation et à pallier aux échecs qui en ont découlé, qui en découlent encore, s'inscrivent dans le déni des réalités linguistiques et du bon sens en la matière. Donc parfois il faut dire les choses comme elles sont. Donc je parle du choix des langues d'enseignement. Alors les décisions en la matière ne tiennent pas compte des recommandations des sociolinguistes. Ça, il faut le dire, les sociolinguistes ne sont jamais consultés sur ces questions du choix des langues à enseigner, et ce, dans la mesure où les sociolinguistes fondent leur analyse sur les réalités des pratiques langagières, sur leur évolution et sur les dynamiques de terrain, surtout, ce qui ne convient pas aux visions idéologisées et lucides. Donc l'idéologie, je le rappelle, c'est un système prédéfini d'idées qui s'oppose à la réalité perçue et vécue. Donc ça ne va pas, ça ne peut pas aller ensemble. Alors, l'autre sujet très important et qui, à mon sens, est évacué d'une façon donc, assez correcte ou politiquement correcte de la problématique, c'est celle de la problématique des langues premières. J'en ai parlé là aussi à l'université de Blida et on a eu un débat suite à cela. La question des langues d'enseignement à l'université, on doit le dire et le rappeler, n'est pas sans lien avec la question de l'enseignement de l'enseignement des langues
donc d'enseignement et des langues enseignées dans les différents paliers scolaires préparatoires, primaires, donc moyens et secondaires. Donc on a la question des langues d'enseignement et des langues enseignées. Alors la langue de scolarisation n'est pas la langue de socialisation de l'enfant, qu'il soit arabophone ou berbérophone. Et parfois il faut avoir le regard de l'étranger, notamment les étudiants subsahariens, qui nous disent qu'on a appris l'arabe classique chez nous, mais que cet arabe classique n'a rien à voir avec l'arabe algérien, qu'ils confondent parfois avec tamazight. On va le voir. Et ça nous montre à quel point l'arabe institutionnel est différent de l'arabe algérien, et nous on s'en rend pas compte parce que parfois on maîtrise les deux, très souvent, etc. Donc parfois le regard de l'autre est important et stimulant. Alors l'enfant algérien apprend une langue étrangère qui est l'arabe institutionnel, en même temps qu'il apprend des connaissances dans cette langue, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que l'apprentissage par cœur, que le parcourisme ou le requêtage. D'accord? Voilà. Alors, comme apprendre par cœur n'est pas toujours synonyme de comprendre, peu de place est laissée à la réflexion, donc dès le primaire et ça continue jusqu'à l'université. L'enseignement de l'arabe institutionnel comme matière d'enseignement n'a pas posé problème dans les différentes réformes pédagogiques initiées par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale. Celui des langues premières a fait l'objet d'un début de débat qui a tourné à la polémique, donc été 2015. Et on sait que l'épanouissement intellectuel, psychocognitif, psychoaffectif de l'enfant est limité par les limites de la langue qu'il ne maîtrise pas dès le début de sa scolarisation, et ça a un impact après sur l'apprentissage des langues étrangères. Alors, 3 types de discours concourent à la dévalorisation des langues premières, arabe, algérien et langue berbère. C'est le discours officiel, institutionnel, le discours commun et, hélas, malheureusement, le discours scientifique universitaire qui parfois aussi dévalorise les langues premières ou ne traite pas sérieusement la question des langues premières comme des langues à part entière. Alors on a l'état de la dénomination de l'arabe algérien qui pose problème, son identification linguistique aussi pose de fait problème. On a un appel dans de nombreux travaux sur la promotion des langues premières en contexte éducatif et universitaire plurilingue, mais ces travaux ne s'appuient pas sur une argumentation réfléchie, sur une réflexion poussée sur les langues premières. Ça s'apparente à du discours scientifique, calqué à partir de contextes étrangers. On m'a dit qu'à l'IDA, par exemple, il y a des travaux sociodidactiques sur les langues premières, mais j'avais dit aussi que c'était toujours en relation avec les langues étrangères. Donc c'est le rôle de la langue maternelle en classe de français, langue étrangère, etc. Donc c'est toujours... la question est accessoirement traitée donc à chaque fois, parce qu'il y a absence aussi de département de linguistique dans nos universités, etc. Donc à chaque fois, dans le département de français, il faut parler du français, dans le département d'anglais, on aborde plus l'anglais, mais en relation avec les langues premières, mais on n'aborde pas très souvent la langue première à part entière. On a le problème, donc j'ai parlé donc, beaucoup de l'arabe algérien, mais il y a aussi la question de tamazight et le processus de tamazirisation qui s'inspire des politiques d'unilinguisme adoptées par les États jacobins. On a l'idéal d'une langue commune, d'une langue donc, structurellement unifiée, et fonctionne comme un outil de légitimation et de réhabilitation de la langue berbère marginalisée depuis plus de 4 décennies par l'État algérien. On a ce projet d'unification linguistique qui prime et chez les militants de la cause berbère et chez les officiels et qui se fait donc au détriment du projet de standardisation des langues, des variétés du berbère ou des langues berbères, ce que j'appelle les langues berbères. Alors, Dourari donc dit ici que l'hypothèse c'est que la politique linguistique de l'État algérien monolingue et monoculturelle est en parfaite contradiction avec la réalité socio-linguistique et culturelle vécue. Donc c'est dans son dernier article dans la revue Circula, je vous invite à le lire, donc je vais passer rapidement. Alors l'été de la polémique concernant les langues premières, j'en avais parlé, donc c'est une polémique donc, qui a été aussi évacuée rapidement. On a eu un débat, la première fois qu'on a eu un débat de société sur l'introduction de l'arabe algérien ou la dite Darija à l'école durant l'été 2015. Donc c'est une recommandation qui a figuré parmi des dizaines d'autres et élaborée dans le cadre d'une conférence nationale. Donc on a les propos ici de l'inspecteur général qui avait dit que les enseignants doivent prendre en considération le fait que les enfants
parler le dialecte dans leur foyer pour ne pas les perturber. Le dialecte doit demeurer la première langue d'expression à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Une complémentarité entre le dialecte algérien et la langue arabe devrait permettre aux enfants de s'épanouir au primaire. Beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas ou ne maîtrisent que le langage appris à la maison. Il revient à l'éducation nationale de prendre en compte ces données afin d'enseigner la langue arabe standard de manière graduelle. Donc, je vous invite à lire le reste, vous avez le lien ici. Alors, le choix des contenus aussi d'enseignement n'est pas sans relation avec celui du contenant, à savoir l'arabe scolaire, qui reconnaît aussi un retard épistémique par rapport à la pensée moderne et aux besoins expressifs dans différents domaines scientifiques. Quand je parle du contenu, c'est le répertoire classique qui véhicule la pensée critique et qui est évacué des programmes scolaires, bien évidemment. Voilà. Donc la solution après tant d'années d'arabisation forcée a été d'opter pour l'anglais en remplacement du français, et parce que aussi le processus d'arabisation a échoué. Je fais un raccourci très rapide, mais on connaît tous le sujet. Donc ça me rappelle George Orwell 1984, la novlangue et le fait d'imposer un monolinguisme, un monoculturalisme aussi pour détourner les gens de la réflexion critique, pour empêcher la réflexion critique. Donc si vous voulez, le français, c'est peut-être parce que je suis francophone, je ne sais pas, mais j'attends vos critiques et vos remarques et vos retours. Le français, ce n'est pas qu'une langue de sciences et de technologie, c'est une langue aussi qui est utilisée dans les sciences humaines et sociales pour réfléchir la modernité, etc. Et donc c'est une langue aussi qui peut déranger parce qu'elle permet la réflexion critique, parce qu'elle permet la modernité, tout simplement, chose que ne permet pas l'arabe pour tout le retard que l'on connaît sur tous les plans, et chose que ne permet pas non plus l'anglais, parce que c'est une langue qu'on peut considérer réellement comme une langue neutre de sciences et de technologie. Donc il y a aussi des enjeux auxquels il faudrait penser. Je pense que ce n'est pas anodin de remplacer, d'opter pour cette politique de remplacement, de substitution. Je pense que ce n'est pas anodin. J'ose dire les choses comme ça, après vous pouvez penser le contraire. Voilà. C'est très osé, oui. Ah, il faut oser parfois, parce que voilà, il faut dire les choses clairement, parce qu'on a pendant très longtemps dit les choses avec beaucoup d'euphémisme, mais en répétant un certain discours. Mais à un certain moment, il faut dire les choses comme on les pense. Alors, maintenant, je vais aborder les problèmes linguistiques réels en cours à l'université algérienne à travers des résultats de recherche. Et le premier travail que je cite, c'est celui de notre doctorante Zenati Sabia de l'université de Mostaganem, qui a soutenu en octobre passé, et qui a fait un travail sur l'enseignement du français au département de mathématiques à l'université de Mostaganem, Safia Zenati, donc sous la direction de notre collègue Karim Mouraz. Alors, on a comme ça des témoignages, et je vais vous les lire, et vous allez vous rendre compte des problèmes réels que rencontrent et les étudiants et les enseignants. Alors, l'enquête est neuve, donc les étudiants de première année arrivent avec un niveau très faible en langue française, et ils rencontrent d'énormes difficultés pour suivre les cours de mathématiques, que ce soit au niveau de la communication ou dans les apprentissages, en plus des difficultés relatives à la mathématique qui demandent du raisonnement. Le problème de langue constitue un vrai handicap pour les étudiants. Je pense que les étudiants ne sont pas préparés pour la formation universitaire sur tous les plans. Donc ils font mathématiques au lycée en arabe et ils passent à l'université où l'enseignement se fait en français. Donc vous imaginez l'ampleur des difficultés que rencontrent les étudiants. Ça, c'est un enseignant qui parle. Alors, voilà, il leur faut je traduis, il leur faut c'est pour ça que je vous ai dit qu'il leur faut un module de terminologie qui commence dès le début et qui les suit jusqu'au, donc, qu'ils le font jusqu'aux dernières années, voilà, pour étudier donc ces questions de mathématiques ou les mathématiques en français, voilà. Voilà, donc quand ils font, par exemple, quand ils énoncent un exercice ou dans les consignes pour un exercice, ils le font en français et ils traduisent juste après en derija, c'est indiqué ici. Et donc c'est systématiquement que l'enseignant des filières scientifiques recourt à la traduction vers l'arabe algérien. Parfois vers l'arabe institutionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis vers l'arabe algérien.
En fait, ça c'est clair, ils s'attendent toujours à ce qu'on passe en langue généralement arabe-algérien, c'est-à-dire d'expliquer dans la langue courante qu'on parle tout le temps, alors même si on parle le français, on parle un français mélangé avec l'arabe, histoire de faire passer le message, parce que généralement au début, ils sont motivés parce qu'ils viennent d'avoir leur bac, ils passent à l'université, ils sont motivés un petit peu, donc ils essaient de suivre généralement, et à partir du second semestre, je crois, qu'ils lâchent prise, parce que le français est toujours un obstacle pour eux. Donc ce qui fait ils lâchent prise, il faut voir les statistiques, il y a beaucoup d'abandon durant le deuxième semestre. Alors même si le sujet, comme tu leur donnes à l'examen, voilà, je traduis donc mot à mot du français à l'arabe. Alors j'explique en arabe algérien et je fais une traduction à l'arabe scolaire. Donc, parfois c'est l'inverse, on traduit en arabe scolaire et après on traduit à l'arabe algérien. Donc on parle en termes de traduction carrément d'une langue à une autre. Alors donc l'utilisation de la langue arabe, ça déstresse l'étudiant, ça fait passer le message, ça facilite la compréhension, les notions, la communication. Donc je crois qu'ils sont plus à l'aise en arabe qu'ils en français. Ils sont plus à l'aise quand je leur parle en français. Donc c'est aussi un facteur qui déstresse et qui met à l'aise les étudiants plus qu'autre chose. Alors, on a donc d'autres travaux de mémoire de masterants, donc Camila Sirine Kilwili, qui a travaillé sur les pratiques linguistiques et désignatives des étudiants étrangers, donc subsahariens, à l'université de Mostaganem. Il y a quelqu'un qui lui dit, un étudiant qui lui a dit, avant de venir ici, j'ai cherché sur Internet quelle langue vous parlez en Algérie, j'ai trouvé arabe. Français est un nazir. Et donc mon père m'a ramené un enseignant traducteur de formation. Il m'a appris l'arabe une année avant mon arrivée. Et quand je suis venue ici, personne ne parle l'arabe que j'ai appris. Je pensais que c'était ça le Tanazir. On m'a dit que c'est de l'arabe, le dialecte algérien. Donc voilà, pour vous dire le décalage. Un autre enquêté souligne, mais donc c'est un travail extrait, c'est un témoignage extrait du mémoire de notre aussi étudiante Nabil Isma. Le dialecte pour comprendre la population dans la rue. Donc pourquoi vous apprenez l'arabe? Donc pour comprendre la population dans la rue, même si j'ai déjà fait arabe classique, je ne comprends pas, donc c'est pour ça que j'ai fait arabe encore, mais on a demandé aux profs de nous apprendre l'arabe algérien. C'est au centre d'enseignement intensif des langues. Ces étudiants subsahariens avaient demandé à l'enseignant d'arabe de leur faire des cours d'arabe algérien pour mieux s'intégrer et à l'université, parce que même à l'université, certains enseignants parlent en arabe algérien, et en contexte ordinaire, voilà, dans les cités universitaires, mais dans la rue, etc., où ils sont amenés à utiliser l'arabe algérien. Donc, que fait cet enseignant? Il leur fait 1 heure d'arabe institutionnel classique et il leur fait une demi-heure d'arabe algérien où il leur apprend les expressions communes dont ils ont besoin, etc. Voilà. Alors, le dialecte pour comprendre la population dans la rue, même si j'ai déjà fait arabe classique, je ne comprends pas. Donc l'arabe algérien est considéré comme une autre langue nécessaire pour la communication quotidienne, même s'il est représenté en tant que dialecte. J'ai assisté au stage pendant les vacances d'été, c'était vraiment difficile. J'ai fait 2 mois et donc il y avait un moment que je me sentais à l'extérieur. Donc c'est des étudiants de biologie, quand ils sont amenés à faire des stages, aussi ils sont confrontés aux langues de travail que sont l'arabe algérien essentiellement avec le jargon de la spécialité. J'imagine que dans les zones berbérophones aussi, ou dans les wilayas berbérophones, c'est la même chose. La communication se fait dans les langues berbères avec le jargon de la spécialité, mais c'est difficile pour ces étudiants subsahariens donc de suivre. Et surtout à la fac aussi, parce qu'il y a aussi des profs qui parlent parfois l'arabe en classe, et surtout à l'hôpital, oui, les stages, beaucoup plus les stages. Alors, je ne comprends pas, c'est le problème. À la fac aussi, les professeurs, on ne comprend pas le français, donc on va expliquer en arabe, donc tu vois, c'est difficile pour moi. Ça, c'est un étudiant donc subsaharien qui fait état de ces difficultés. Alors, qu'est-ce qui amène les enseignants à traduire? Alors, on a des enseignants qui utilisent l'arabe pour traduire des concepts, d'autres qui traduisent des termes scientifiques liés à la spécialité, mais la majorité des enseignants donc ont choisi la 3e proposition qui est la reformulation et l'explication. Donc on est dans la traduction, si vous voulez, du contenu dispensé en langue française. 5 enseignants ont déclaré qu'ils utilisent la langue arabe pour les discussions en dehors du cours. Un seul enquêté a choisi la dernière proposition qui est autre, donc qui n'est pas expliquée.
Moi, j'ai choisi en fait l'arabe standard. Au début, je ne savais pas quelle est la différence entre l'arabe algérien et l'arabe standard. Moi, je pensais qu'en Algérie, on parlait l'arabe. Je ne savais pas qu'il existait plusieurs types d'arabe. Donc, je suis arrivée, je me suis inscrite. On m'a demandé, est-ce que tu veux parler l'arabe algérien, le faux arabe, ou tu veux parler le vrai arabe qui est l'arabe standard? Moi, j'ai dit, je veux parler le vrai arabe. Voilà. Donc ça, c'est extrait d'un mémoire de fin d'études qui est en ligne de notre étudiante Bentabib Asma, la langue arabe comme outil d'intégration des étudiants subsahariens à l'université de Mostaganem. Alors les langues à l'université, les vrais problèmes, et on peut en discuter, c'est la non-maîtrise des langues d'enseignement à l'université, l'arabe, le français et l'anglais, probablement. Le problème est multifactoriel, c'est vrai, mais il est principalement lié aux méthodes d'enseignement des langues à travers les différents paliers, je l'ai dit tout à l'heure. Les jeunes enseignants maîtrisent moins le français que les enseignants issus des nouvelles générations. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'anglais. On a l'étrangérisation en cours du français qui vise à interpeller aussi, ou qui devrait interpeller les décideurs, afin d'initier une réflexion sur une politique linguistique universitaire favorisant un plurilinguisme additif, et non pas un demi-linguisme comme le soulignait le professeur Miliani. On doit envisager des choix linguistiques adaptés aux différentes filières enseignées à l'université au lieu d'imposer une langue étrangère au détriment d'une autre. Donc le tout anglais, comme l'a rappelé le professeur Miliani, au détriment, donc en remplacement du français. Donc pour les filières scientifiques, peut-être dans certains domaines on est plus avancé en anglais, mais dans les sciences humaines et sociales, il faut peut-être maintenir le français, mais passer aussi à l'anglais. Même nous, on a besoin d'une formation en anglais, donc il faut aussi peut-être envisager un plurilinguisme additif et non pas un plurilinguisme soustractif, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a un recours à l'arabe algérien et au jargon de la spécialité qui n'aide pas l'étudiant à développer des compétences linguistiques dans une seule langue et le condamne à un semi-linguisme handicapant, parce que dans certains travaux on dit c'est bien, c'est beau le plurilinguisme, le recours à plusieurs langues, c'est bien, on a plusieurs outils à notre disposition, mais cet étudiant, futur enseignant peut-être, a des difficultés à raisonner, a des difficultés parce qu'il ne maîtrise aucune langue en réalité. Je parle de la majorité, et cet enseignant va appeler aussi à enseigner, à être un enseignant-chercheur et à produire aussi des articles scientifiques, à faire des communications, et parfois il ne maîtrise aucune langue, et on a des témoignages de collègues issus des filières scientifiques, des départements scientifiques qui font traduire leurs articles du français à l'anglais, ou qui donnent leurs articles à corriger en français, etc. Et c'est un sérieux problème. On n'en parle pas, c'est un peu tabou, parce que c'est gênant pour un enseignant-chercheur de dire que je ne maîtrise pas la langue dans laquelle je communique ou dans laquelle j'écris mes articles scientifiques ou je produis, mais c'est un problème réel qui se pose. Alors, voilà, c'est la rédaction des exposés. 5 minutes et je termine. Très bien, merci. Alors, on a la rédaction des exposés, des mémoires et plus tard des articles scientifiques. Et les conséquences, c'est le plagiat, c'est la médiocrité, c'est l'échec à l'université et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les enseignants-chercheurs rencontrent les mêmes difficultés. Les étudiants étrangers issus des pays subsahariens rencontrent des difficultés de compréhension quand les langues sont alternées. Ils pâtissent d'un problème d'intégration linguistique à l'université en dehors de l'université, parce qu'on parle et on réfléchit à l'université, c'est aussi une université ouverte aux étrangers, à la mobilité, aux étudiants donc venus d'autres pays, francophones ou autres. Alors il y a une absence de planification linguistique qui pourrait s'appuyer sur des propositions faites par des spécialistes du domaine, des didacticiens, des pédagogues et autres. La question des langues, c'est une question centrale dont dépend le développement du pays. Elle demeure malheureusement otage des enjeux, des surenchères politiciennes. Et le rôle des chercheurs, c'est d'interpeller les décideurs sur les problèmes concrets en lien avec l'usage des langues à l'université. C'est ce que nous essayons de faire. Et voici une bibliographie indicative avec quelques travaux sur le sujet, mais il y a des travaux classiques sur les politiques linguistiques et tout le reste. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, professeur Chachou, pour les présentations et illustrées. En fait, ça me rappelle l'ouvrage du professeur. Par rapport à
la mission de la langue arabe, le français, l'anglais, le tamazight, le dialecte algérien, à mon avis, le débat linguistique ne devrait pas s'intéresser uniquement sur l'Occident, mais sur la mission, la fonction de la langue. Merci. Ça tombe bien. Donc, je relève cette question et en même temps, je voulais répondre à Rani. Je le cite, il disait la traduction a sauvé l'Europe. Elle ne sauvera pas l'Algérie. Parce qu'il faut d'abord partir d'un socle qui est stable. On ne part pas de rien. C'est ce que tu étais en train de dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un contenu. Là, on n'est que dans la consommation. Ce que j'ai voulu démontrer tout à l'heure. Mais en même temps, permets-moi de ne pas être totalement d'accord avec toi. Il y a un élément politique en Europe qui est, il n'y a pas de hiérarchisation. On revient à l'arabe. Oui, mais tu ne peux pas mettre sur le même plan une langue, on va le dire, comme le français ou l'allemand, avec le Xème à la Lettonie ou le parler local. Ça ne rend pas service. C'est pour ça que j'ai dit le syndrome européen. C'est-à-dire que c'est une maladie, en fait, qu'ils sont en train d'entretenir. Et le Brexit a montré, justement, tout le monde, parce qu'au départ, tout le monde parlait anglais. Les gens n'essayaient pas, dès le moment où l'anglais, entre guillemets, était sorti physiquement, mais il est présent intellectuellement. Et tu as, des données aujourd'hui, mais effarantes. Je vous ai donné 94% des choses qui sont en Europe, elles sont d'abord la langue de base. Je ne sais pas si vous avez reçu des textes de la Commission européenne, c'est d'abord en anglais. Et après, on fait des traductions. Alors maintenant, parlons de traduction. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que la traduction, quand elle se faisait, où elle était expertise, le département de Tarjama, je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas, j'étais directeur à l'époque. Tarjama était chez nous. Elle était dans les langues étrangères. Elle n'était pas en lettres arabes. Dès le moment où on avait compris qu'il y avait des jeux d'intérêt personnel, on a dit, nous, langue étrangère, on a dit, on ne veut plus de traduction chez nous. C'est parti en lettres arabes. Qui enseigne en lettres arabes? Des monolègues. Alors, le Tarjama Warai. On m'a invité à intervenir pour faire de la traduction. Moi, je ne peux pas théoriser. J'ai une pratique bilingue, mais je ne peux pas théoriser là-dessus. Que moi, je le fais presque à la limite instinctivement, mais il faut être dans l'explicitation d'un passage d'une langue à une autre, d'un discours à un autre. Au moins, ils pensaient que l'item individuel, suffisait. D'ailleurs, tout le monde s'est précipité vers la terminologie. Mais le texte, regardez les travaux qui se font au niveau de la licence à la traduction. C'est à en pleurer. On aurait dû arrêter le massacre depuis un moment. Vous avez vu qui est enseignant de traduction? Ce que disait Rani, mais c'était la belle époque, où les gens n'étaient pas monolingues, ils parlaient plusieurs langues à la fois, pour pouvoir traduire, pour pouvoir rentrer dans le texte, pour rentrer dans le contenu, et non plus dans le moyen. Il faut déjà l'intérioriser. C'est pour ça qu'elle nous dit, on est dans un débat, et ce qu'elle vous a démontré, c'est la preuve par 9. Nous avons des gens qui n'arrivent même pas à se situer pour savoir si c'est de la langue dialectale ou celle de l'école. On n'a pas utilisé le terme, l'arabe de l'école. Ben, c'est un drame. C'est un drame. Et effectivement, j'ai vu la réaction de Rani à Madame Benamar. Non, c'est la pratique sociale qui détermine les choses. Et si le politique n'est pas autiste, on pourra aller vers quelque chose de plus sérieux. Et en même temps, et c'est pour ça que j'avais interpellé Sylvie Weber, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle le tout anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Te baquer les moutons de Panurge. Parce que c'est ça ce qu'on est en train de faire dans ce pays. On croit que il y a eu quelqu'un avec une idéologie particulière, c'est pas par rapport à l'Algérie.
C'est par rapport à des cercles bien déterminés. On s'embarque dans une galère et on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Je manque encore. Et pourtant, j'ai fait le terrain. Une chose que vous n'avez pas dite. Qui enseigne l'anglais? Ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Angleterre. Il a appris l'anglais, oui, en classe. Et c'est celui-là que tu espères qu'il va faire de la traduction, qu'il va parler l'anglais comme on le parle, là-bas. Tout au moins, même une variété, peu importe. Anglaise ou américaine, peu importe. Mais l'authentique, c'est quoi? Eh ben, 80% des gens n'ont jamais mis les pieds là. Et aujourd'hui, le français, bon, on le pratique. Mais pour l'anglais, c'est pas la même chose. Donc je m'excuse. Mais la traduction, je l'avais mis, bon, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler. C'est une voie possible, mais pas unique. Il faut arrêter de jouer avec, vous ne le savez pas en tout cas ceux qui sont dans les langues étrangères. On a fait la guerre à l'IL, on a fait la guerre contre la démarche de l'éducation nationale. Tout à l'heure j'ai parlé de l'intersectorialité. L'éducation nationale qui arrête les langues, qui dit il n'y aura que l'anglais. Plus d'allemand, plus d'espagnol, plus d'italien au lycée. Quel a été le résultat? On a donné des licences à des gens qui n'ont commencé l'anglais, l'allemand, l'espagnol, à l'université. Et avec quel fond? Le russe. Le russe, c'est une poubelle. Mais le russe. On est où? C'est pas ça, quand on a parlé d'une politique, j'avais dit choix. Mais en même temps, il faut aménager. Il y a des choses à Nengoulou qu'il faut revoir. Non, il y a vraiment un haut-là à ce qui est en train de se faire. Oui, le politique prend le dessus. Et le résultat, c'est ces gens qui sont paumés. On est gentil quand on dit des semi-linguismes. Vous l'avez des demi-linguismes. Merci, M. Bianet. Donc, ce débat qui se dirige vers plutôt la reconstitution de l'usage des langues devient plus clair si le professeur Chachou va ajouter plus d'éléments concernant justement le processus d'arabisation. Bon, je ne vais pas en dire plus. Oui. À vous la parole. Oui. Vous avez le statut du français? Là. Et non, il y a une pratique, qui m'a dit Rani, il y a une pratique qui montre que le français ne peut pas être langue étrangère. D'accord? Vous pouvez donner à l'anglais, oui, parce que l'environnement, mais qu'est-ce que en dehors de l'aéroport où on met welcome, has been biha, quelle folie! Non, par exemple, en faisant allusion, pardon madame, en faisant allusion à ce qui figure sur les relevés de notes des élèves français, langue étrangère 1, il y a langue étrangère. L'oral ajnabiya, 1. Ou l'oral ajnabiya, 2. Donc, c'est ça ce que Mme Benamar veut faire allusion. Ça veut dire que c'est le statut, mais le statut est confus dans un sens. Il est confus dans un sens parce qu'arrivé à la pratique, comme l'a dit Rani, vraiment, français, langue étrangère. Et qui joignent aussi ceux qui enseignent anglais et qui parlent anglais et tout ça. C'est vrai, en l'absence de la maîtrise des expressions idiomatiques, qui est l'apport des native speakers, les parlants natifs de cette langue, on ne peut pas prétendre que l'enseignant de cette langue étrangère couvre vraiment tous les aspects de la langue, parce qu'il y a aussi un aspect culture qui est transmis via cette langue. Donc, voilà, et les pratiques sociales. C'est pour ça que plutôt parler de reconstitution de l'usage, plutôt que de statut et tout ça. C'est-à-dire vraiment commencer du bas de l'échelle. Donc, professeur Chachou... Merci, madame. Oui, c'est vrai que c'est langue 1, le français, mais les enquêtes, c'est en anglais. L'enquête, c'est en anglais, c'est assez... C'est pour ça que je parle de confusion. Paradoxal. C'est un paradoxe. Alors, pour répondre à mon collègue,
Arkoun parle de la pensée arabe, et c'est très complexe. Alors, français, langue de la réflexion critique, là, vous me permettez d'expliciter mieux les choses. Parce que le remplacement, toute la polémique sur le remplacement du français par l'anglais est intervenue en temps de crise, il y a 3 ans de cela. Et le français, ça a été, depuis toujours, depuis avant l'indépendance, la langue de l'opposition de l'élite francophone, d'opposition qui s'est toujours exprimée en français. D'accord? Donc, je parle par rapport, pardon, je termine, je parle par rapport au contexte algérien. Je ne parle pas dans l'absolu. C'est normal qu'on parle du contexte algérien. Je ne parle pas dans l'absolu. Toutes les langues peuvent évoluer, toutes les langues peuvent exprimer l'esprit critique. Quand on est anglophone, quand on est issu d'un contexte anglophone où la critique ou l'esprit critique est la tradition, comme cela a été en Andalousie à l'époque où les Arabes gouvernaient, ou les musulmans, pour être plus juste, où même il y avait des chrétiens et des juifs, ça il faut le rappeler, la société était multiconfessionnelle, donc le problème ne se posait pas. À l'époque, il y avait l'esprit critique, mais aujourd'hui, je l'ai rappelé dans mon intervention, le répertoire qui véhicule l'esprit critique de l'époque, déjà andalouse, n'est pas enseigné dans nos écoles. Il est évacué du programme scolaire et ce n'est pas anodin. Quand je dis que le français, c'est la langue de l'esprit critique ou par laquelle s'exprime la démocratie et la modernité, ce n'est pas anodin. C'est par rapport à une élite algérienne, francophone, qui dérange les cercles conservateurs arabisants en Algérie. C'est une guerre d'élite. C'est une guerre symbolique qui est enclenchée, et le contexte du déclenchement donc, de la polémique n'est pas anodin, c'est le Hirak, on le sait très bien. Le Hirak, fallait en finir avec la pensée critique, avec la modernité, avec l'appel à la démocratie, avec tout ce que vous voulez. Après, ça c'est, je parle de projection de l'État, des décideurs. Mais dans la réalité sur le terrain, c'est l'arabe algérien qui a exprimé la démocratie. C'est l'arabe institutionnel aussi, c'est le français, et parfois c'est plusieurs langues. Et c'est pour ça que les décideurs se trompent. Quand ils pensent qu'en finir avec le français, c'est en finir avec les appels à la démocratie, à la modernité, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi je parlais des enjeux, et je suis d'accord. Maintenant, l'outil d'expression pour les slogans, pour les chants, il y a des doctorants qui sont ici qui travaillent sur ça, c'est l'arabe algérien, mais exprimer une pensée structurée et argumentée dans une langue, on ne peut pas le faire encore en arabe algérien. On peut le faire en arabe institutionnel. Vous avez cité le cas de Ahmed Assid, par exemple, qui s'exprime en arabe et qui dit la pensée critique. Donc la question, ce n'est pas la langue. Et les décideurs devraient comprendre cela. C'est dans ce sens que j'ai abordé cette question de la réflexion critique. Donc maintenant, il faut que des élites soient formées en arabe. Sauf que l'arabe qui est enseigné, qui est diffusé en Algérie, les répertoires en arabe qui sont diffusés en Algérie, c'est des répertoires à la George Orwell, donc où il y a une novlangue, où il n'y a pas de pensée critique, où il y a la diffusion des livres, elle est surveillée, le contenu il est surveillé, et donc il faut voir aussi ce que donne l'anglais dans les pays du Golfe, par exemple. Ce n'est pas un outil de pensée, ce n'est pas un outil de réflexion. C'est eux qui en font ça. C'est eux qui en font ça? Oui, la novlangue. Oui. Fodil Boumala qui passe des séjours en prison pour son opposition, il écrit des livres, il écrit des articles, il s'exprime en langue arabe. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous avons une tradition critique en français qui est beaucoup plus importante que la tradition critique en arabe en Algérie. Et on peut, c'est vrai, c'est l'héritage. C'est l'héritage colonial, mais il ne faut pas voir aussi dans l'héritage colonial un héritage colonialiste. Il faut aussi savoir utiliser les langues pour dire la pensée critique. Alors, par rapport à l'arabe algérien, vous avez dit que ce n'était pas de l'arabe, je ne suis pas d'accord, c'est de l'arabe. Il y a eu il y a un fond berbère,
et il y a eu substitution linguistique à un moment donné, on a beaucoup emprunté à l'arabe, donc on peut parler sans complexe, comme le fait Arkoun d'ailleurs, de l'arabe algérien, donc je ne vois pas au quoi ça dérange. Maintenant, vous avez parlé de la traduction, et je reviens au contexte de l'Andalousie. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe de traduire. Avant, c'était au XIIe siècle, au XIIIe siècle, les journées étaient longues, c'était l'été, c'était l'Andalousie, il faisait beau, on faisait de la traduction, parce qu'on produisait, on avait le temps de produire, il n'y avait pas l'imprimerie, il n'y avait pas la diffusion des livres, il n'y avait pas les moyens de communication, etc. Aujourd'hui, on doit produire le savoir dans les langues du savoir. On n'a plus le luxe d'attendre de traduire. Si la biologie moléculaire se fait en anglais, il faut écrire en anglais. Si la sociolinguistique se fait en anglais, on arrête de la faire en français et on passe à l'anglais. Donc vraiment, maintenant la traduction, elle est toujours utile. Elle peut se faire, par exemple, traduction d'ouvrages, etc. Mais l'heure est à la maîtrise de plusieurs langues et la maîtrise de l'anglais, mais pas à la conflictualisation des langues et en remplacement d'une langue par une autre. Chaque langue doit évoluer, doit permettre l'évolution dans son domaine d'usage. Et je vous remercie. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette séance plénière.